Bonjour à tous, nous sommes de retour pour un nouveau ciné-club avec Nam, mais aussi avec Lila. Bonjour Lila, bonjour Nam. Bienvenue sur ce Hello. ciné-club. Donc le film dont on parle aujourd'hui, c'est donc Les Lèvres Rouges. Il est présenté sur Arte dans le cadre d'une rétrospective autour de Delphine Seyrig, donc une grande actrice française morte assez prématurément, donc qui est peut-être pas forcément dans les actrices françaises les plus célèbres parmi un public un peu mainstream, mais qui est quand même très connue des cinéphiles et qui est aussi connu pour son époque comme une icône féministe. Ce film, c'est un film belge. Il a été remasterisé en 2020 et à la base, il est sorti en 1971. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ben, je vais peut-être commencer par la petite fiche technique du film, comme on fait d'habitude. Donc, le réalisateur s'appelle Harry Kumel. C'est un réalisateur belge qui a d'abord travaillé à la télé, qui a été plutôt prolifique et qui après a quand même essayé de défendre un certain cinéma européen. Au casting, nous avons donc Delphine Seyrig, nous avons Danielle Ouimet qui est une Canadienne et nous avons John Carlen, un acteur qui lui a plutôt fait de la télévision et pas mal de séries Z. Et nous avons Andrea Rao. Au scénario, donc le scénario, nous avons Harry Kumel lui-même qui avait été assisté de Pierre Drouot et aussi de Jean Ferry qui va reprendre le scénario après la première mouture que les deux comparses auront fait pour l'améliorer. Ça, on vous en reparlera un petit peu quand on fera l'historique du film. À la photographie, nous avons Edouard van der Enden, c'est un néerlandais qui notamment aidait Jacques Tati sur certains films sur la photographie. D'accord. Alors, univers très différent hein, ici pour le coup. Oui, oui. Hein. Au montage, nous avons Denise Bonan, dont c'est le seul crédit. Nous avons Auguste Verschuren, dont c'est un des premiers crédits, puis après qui a fait carrière dans tout le Benelux, également aux Pays-Bas, en Allemagne et en France. Et Hans Zeiler, qui est non crédité mais indiqué. À la musique, alors ça c'est important, nous avons François de Roubaix. Alors un petit peu le même cas que Delphine Seyrig, que François de Roubaix, c'est un compositeur de musique de film qui est mort assez jeune également. Il est mort dans un accident de plongée à 36 ans, donc il est mort plutôt jeune. Mais Ouais, c'est ouais. quelqu'un qui, à cette époque-là, en tout cas il était vraiment à son prime, et c'est vraiment quelqu'un qui a apporté euh, beaucoup de nouveautés à la musique de film. Il a notamment eu une rétro à la Cinémathèque d'ailleurs. Il a fait la BO du Samouraï. Il a eu, alors c'est lui qui a reçu le premier César de la meilleure musique de film pour le film Le Vieux Fusil. Aussi une musique qui est très connue de lui, c'est la musique du film Dernier domicile connu, qui a été extrêmement samplée. Et en fait, bon, il est très connu parce qu'il a fait, c'est un des pionniers aussi de la musique électronique, et c'est un des premiers à avoir utilisé des synthétiseurs notamment pour faire de la musique. Et notamment ici, il a utilisé un instrument assez original pour ce film-là, un instrument hongrois qui s'appelle le cymbalum et qui donne une atmosphère assez étrange au film. Film étrange d'ailleurs, Nam, est-ce que tu peux nous faire le pitch? Je spoil un peu, nous allons avoir affaire à des vampires lesbiennes. Oui. Mais au début, ça parle pas de lesbienne, pas encore. Au début, ça parle de. Alors, c'est Stéphane et Valérie, un jeune couple fraîchement marié qui part faire sa petite lune de miel. Et au début du film, on les découvre dans le train et ça ken. Voilà. Ah bah, Ça commence très Oui, hétéro. oui, alors je te remonte Oui, le voilà. train tout de suite. Oui, alors pour le film, évidemment, j'ai essayé de jeter un voile pudique sur les images qu'on ne peut pas montrer sur Twitch. Ah, Et c'est dommage. donc voilà, nous avons un très beau plan à l'intérieur du train dans une ambiance nimbée de violet. Et la destination de la lune de miel, la voici. On peut quand même parler vite fait de la scène de sexe, du coup, qu'on verra pas, qui Mm. est en effet dans une atmosphère voilà, violette assez feutrée, assez particulière. Et c'est une scène qui est très. Euh, comment c'est du sexe un peu bestial, hein, voilà. Bon, Ça y va. ce qu'il faut dire, c'est que le Euh, film a une. En tout cas, c'est vrai que j'ai dit que c'était un film plutôt à teneur fantastique, voire horrifique. On peut dire aussi qu'il est à teneur érotique. aussi. Voilà. Et bon, les deux, bien entendu, marchaient ensemble. Et donc, on va retrouver les deux, Stéphane et Valérie, dans ce lieu-là. En fait, c'est l'image qu'on voit, qui est un hôtel en Belgique, qui est pas très loin, mais qui est en gros à mi-chemin de la maison des parents de Stéphane. Stéphane qui n'a pas annoncé à sa famille qu'il s'est marié. Voilà. Déjà, ça pue. Ça commence bien pour une relation saine. Et il s'avère que dans cet hôtel, ils vont faire la rencontre de la comtesse Bathory, qui, bon bah qui est voilà la comtesse Bathory si vous connaissez, c'est un vampire. Voilà, spoil.
Alors, la Euh, comtesse Bathory, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une comtesse qui a réellement existé et qui oui, était connue parce que, en tout cas, elle a une légende un peu noire autour d'elle, où pour maintenir sa jeunesse éternelle, elle se serait baignée dans le sang de vierges fraîchement égorgées. Elle c'est prenait des bains de ça. sang, quoi. Et Et donc, du coup, on parle de l'idée du film, centaines c'est de la de, transformer effectivement en vampire. ouais, et on parle de centaines du coup de femmes qui seraient tuées par la comtesse Bathory. Ah bah là on voit voilà Valérie et Stéphane Stéphane, c'est ça? et Valérie, ouais, Mm, mm. se font un petit road trip où ils vont assister à quelque chose qui va profondément marquer Valérie, si je dis pas de ou ça arrive plus tard, je sais plus. Mm, mm. Ça arrive un petit peu plus tard, hein, l'arrivée de la Ah comtesse ouais, Bathory, ok. puisqu'en fait, au début, ils arrivent dans cette espèce d'hôtel, donc qui est un grand hôtel. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que c'est tourné en Belgique, au bord de la mer, dans une ville balnéaire qui s'appelle Ostende. Et cet hôtel-là, donc, on voit, c'est l'hôtel des Thermes, mais les intérieurs ont été tournés dans un autre hôtel, D'accord. pour des raisons techniques et des raisons de budget. Je pense que le premier hôtel ne souhaitait pas forcément avoir une caméra pendant qu'il y avait les clients qui étaient là, etc. Donc l'autre hôtel, c'est l'hôtel Astoria. Donc l'intérieur, c'est l'hôtel Astoria et l'extérieur, c'est l'hôtel des Thermes qui sera très important dans le film, en tout cas comme motif récurrent. Et c'est vrai qu'il a cette espèce d'architecture un peu néoclassique, mais en même temps bétonnée, qui donne un peu le ton du film en termes d'ambiance, quoi. Sachant que dans l'hôtel, en plus, s'il y avait des clients, ça aurait posé problème parce que littéralement dans l'hôtel où ils vont, il y a 5 personnes. Il y a la personne qui s'occupe de l'hôtel, Stéphane Valéry, la comtesse Bathory et sa copine. Ilona, je crois. Son assistante Oui. slash copine. Ouais. Dire ça comme ça. D'ailleurs, bah, alors ce qu'on peut dire, alors ça c'est, j'ai quand même fait des petites recherches sur Ilona, le ouais. film. Donc ça c'est Delphine Seyrig dans le rôle de la comtesse Bathory. Donc l'idée du film est venue au réalisateur parce qu'il avait lu un numéro du magazine Historia, qui est un magazine un peu de vulgarisation historique sur la comtesse Bathory, et il s'est dit oh ça ferait un bon film avec du sang et du sexe, donc ce sera facile à produire. Voilà, ça c'est l'idée qu'il y avait à la base. Et le réalisateur à cette époque-là, il avait 28 ans. Et c'était un de ses premiers films, hein, finalement. Et c'était un petit peu difficile pour lui de débloquer un gros budget pour faire un gros film en costume, reconstitution hongroise. D'ailleurs, il y a un film qui a été fait là-dessus, sur la comtesse Bathory. Enfin, il y en a eu plusieurs, mais dans les récents, Julie Delpy en avait fait un, par exemple, qui s'appelle La Comtesse. Et donc, c'est pour ça qu'il Oui. s'est dit, bah, cette comtesse-là, on va la transformer en vampire, comme ça, on peut la mettre un petit peu n'importe où et à n'importe quelle époque, et ça coûtera moins cher. Et d'ailleurs, L'idée. ce qui est plutôt rigolo, c'est qu'au final, la comtesse Bathory, dans les histoires de vampires et tout, c'est un nom qui revient assez souvent au final. Oui, 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 Alors, je sais pas si c'est ce film-là qui a mis ce truc-là, mais en tout cas, il y a plein de gens qui ont pensé à ce truc-là. Bah, effectivement, je crois qu'on la retrouve notamment dans Castlevania ou dans des univers un peu comme ça. Je crois bien, oui. Oui, Alors, il y je a sais pas, Castlevania, je ouais. pourrais pas te dire si c'est le premier film qui l'a réinventé en vampire. Probablement pas, parce que quand même, c'est. Mais ouais, Mm, c'est une figure qui est souvent associée aux vampires, mm, du mm. coup. Bah, du fait du sang, hein, je suppose, et de Ouais. l'immortalité, enfin de la jeunesse éternelle, quoi. Par Et contre, c'est la donc première fois l'idée. que je la vois associée aux lesbiennes. C'est ça. Oui, alors ça Alors, pour aussi. vous répondre, Oui. avec notre cher ami Wikipédia, apparemment, c'est les vampires de Ricardo Freda et Mario Bava qui, pour la Hmm, première fois, évoquent Ah, bah, très bien. ouvertement donc, ce Eh personnage. bah, pas mal. Très bonne d'accord. info. Et Euh, Les Lèvres Rouges serait a priori le deuxième. Pas mal. Ah oui, donc il y a quand même eu Pas un mal. gros cap de temps avant qu'ils le refassent quand même, ouais. Et maintenant, c'est comme tu l'as dit au début, maintenant on dit la comtesse Bathory, oui, oui, c'était un vampire, tu vois, c'est passé carrément dans, dans le commun. Le choix de Delphine Seyrig s'est fait pour son rôle. En fait, lui, il avait l'idée d'avoir une espèce de chic, puisqu'en fait, Delphine Seyrig, elle venait quand même de films un petit peu intellectuels. Par exemple, elle avait travaillé avec Alain Resnais sur l'année dernière à Marienbad, qui se passait déjà dans un hôtel, tiens d'ailleurs, par ailleurs, un hôtel un peu vide. Euh, et en fait, le réalisateur voulait un contraste entre le sujet un petit peu trash, avoir une personnalité un peu chic pour contraster dans le film, en fait, donc du coup, Delphine Seyrig, apparemment, elle avait quand même beaucoup d'humour et elle avait aussi une grosse culture populaire en bande dessinée. Parce qu'Alain Resnais était un grand fan de bande dessinée, ce qui fait qu'en fait, une histoire de vampire comme ça lui allait très bien. Parce qu'il faut quand même voir que le cinéma de genre, quand même à cette époque, dans les années. On est certes dans les années 70, mais dans les années 70 en Europe, c'est pas si développé que ça et pas si commun d'aller voir des films fantastiques ou même des films de science-fiction. Euh, et alors sinon, donc pour développer ce projet-là, donc ce qu'ils ont fait à l'initiative, c'est qu'ils ont d'abord écrit un premier scénario, donc avec son comparse qui s'appelait Pierre Drouot, et donc ils l'ont écrit en- Ils ont fait 30 pages en 3 jours, puis ils sont allés à Cannes et ils ont essayé de faire financer le film. Voilà, je te laisse reprendre Nam sur ce très beau plan, effectivement élégant de Delphine Seyrig.
Oui, bah, tout de suite en plus la comtesse Bathory du coup qui en effet a bah oui c'est un personnage hors du temps littéralement parce que on la voit elle arrive et c'est la vieille comtesse d'une noblesse perdue des années 70 où ce truc-là est un peu fini. Normalement parce qu'on va apprendre plus tard dans le film que Stéphane également fait partie de la noblesse bourgeoise belge du coup et c'est pour ça qu'il a pas annoncé à sa famille qu'il s'est marié par peur du scandale intrafamilial. On peut aussi noter que la comtesse Bathory, avant, parce que bon, voilà, on comprend très vite que en fait c'est Valérie à qui elle s'intéresse, mais elle va commencer par chauffer Stéphane et le chauffer de manière très bizarre. Comment? Je sais plus. Elle est en train de le caresser, ils sont en train de parler de torture ou je sais pas quoi. C'était très bizarre J'ai comme senti ça. passage. Effectivement, elle va se rapprocher de ce couple. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que On peut dans la ville, à Ostende, il y a eu plusieurs meurtres de jeunes filles non résolus récemment. Évidemment, on fait le lien avec la comtesse Bathory assez simplement. Aussi, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que dans le film, bon, le budget, c'est vraiment les costumes de Delphine Seyrig et le budget coiffure, quoi. Hein. Vraiment, le budget est passé là-dedans. On sent qu'il y a vraiment du travail là-dessus pour en faire un personnage iconique. Alors moi, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve que ça marche plutôt bien. C'est-à-dire que vraiment, elle a une dégaine excellente, quoi. Oui, en fait, elle a ce côté très théâtral, très poseur dans l'incarnation de ce personnage, en parlant comme ça avec presque un filet de voix, et d'ailleurs la voix est importante dans le film puisque c'est elle qui va lui survivre. Sans trop dire, mais un petit peu concrètement, c'est ça. Donc oui, très belle incarnation de cette comtesse qui a cet aspect très sophistiqué, un petit peu anachronique. Hein, elle le dit elle-même dans le film, si je dis pas de bêtises, hein, qu'elle est un personnage anachronique et effectivement, elle a cette sorte d'élégance un peu hors du temps, cette sorte de vraiment de visage d'actrice de théâtre en fait, qui pourrait tout à fait jouer dans une tragédie grecque et en même temps elle est là dans ce lieu dans les années 70 dans cet hôtel aussi un petit peu architecturalement entre deux temps. Ouais, c'est un personnage qui incarne bien ce côté à la fois éternel, à la fois immortel du vampire et oui, on va dire sa fragilité au sein de l'existence parce que bah, ça reste une créature de l'ombre, hein, ça reste voilà, on comprend qu'elle voyage un petit peu, elle revient dans ce lieu pour la première fois depuis 40 ans. Voilà, on comprend que c'est quelqu'un qui doit mener un petit peu cette vie nomade bah, pour simplement qu'on évite de se rendre compte. J'imagine que elle a toujours la même gueule de siècle après. Et puis non et puis effectivement bah, c'est toujours la nuit, c'est toujours on se donne rendez-vous demain, mais demain soir parce que bah, voilà classique Hmm. les vampires qui craignent la lumière du soleil. Donc il y a à la fois ce côté impermanent et à la fois ce côté on a quand même l'impression Delphine Seyrig que on pourrait presque la casser en la serrant trop fort quoi. Aussi, alors moi j'avais lu que pour les costumes, en fait, ils avaient essayé de donner un côté un peu modern style. D'ailleurs, vous verrez tout à l'heure, il y a une photo de l'assistante. Elle a une coupe un peu à la Louise Brooks. Ce qui fait qu'en fait, Oui. c'est quand même deux personnages qui, même dans cet univers des années 70, sont déjà en décalage leur aspect physique. Donc voilà, ça c'est la Et scène dont tu parlais, Nam, où ça commence à, oui. à se tripoter. Et c'est vrai que, en fait, elle se met derrière lui et on a l'impression qu'elle a comme un pouvoir de subjugation, quoi. Oui, c'est complètement ça. Bah, c'est quand même un classique du vampire qui peut te t'hypnotiser en te parlant. Mm, Il te hypnotise et il t'excite en même temps, voilà. Mais en même temps, c'est un truc bon, qui est très. Et comme je disais, voilà, je sais plus, ils sont en train de parler de trucs horribles, genre d'instruments de torture Du ou je sais pas meurtre, je quoi, crois. ou de meurtre, je sais plus. Et on est en plein dans le Eros et Thanatos, les deux frères jumeaux. Eros étant l'érotisme, et Thanatos la mort, qui est bah voilà, c'est une association qui s'est faite depuis très longtemps, depuis l'Antiquité déjà, et qui a été reprise maintes et maintes fois. Et donc là, on est encore à fond dedans. Ils se chauffent en parlant de gens qui meurent ou qui souffrent. C'est chouette. Ce qu'on Ce qui a pour effet de terrifier Valérie. Je la comprends. Logique, oui. Oui, il y a une femme qu'elle connaît pas qui est en train de tripoter son mec devant En elle. Ce parlant qui de est- Et en, torture, ouais. Du et coup, en même temps, elle se rend compte finalement, mon mec, je le connais pas si bien, ça fait pas si longtemps, j'ai peut-être accepté un peu vite d'épouser ce tordu. Mhm. Bah, surtout qu'on apprend très rapidement après cette scène que en fait ils se sont rencontrés, mais il y a même pas un mois, un truc comme ça.
Donc c'est vraiment, ouais, ils se sont mariés sur un coup de tête et en fait ils sont littéralement en lune de miel, mais dans tous les sens du terme. Et ce qui est vrai que du coup, bah, ça, voilà, tous les problèmes que tu pourrais voir chez une personne avec le temps, elle va tout se taper dans la gueule très vite. Et malheureusement, ça va pas être que des mots qu'elle va se prendre dans la tronche. Ça, on va le voir. Parce que de toute façon, voilà, Stéphane, plus le film avance, plus on va découvrir que c'est vraiment le pire mec. C'est la pire ordure. Et en plus, il est là pour représenter tous les hommes du film, donc c'est cool. Ce qu'on peut dire aussi à ce Bonjour, stade, je Rose. pense que vous l'avez vu sur les images, c'est-à-dire qu'on est dans un univers quand même qui est... C'est quand même le nord de la Belgique, quoi, donc c'est un peu gris, on est un peu dans une saison brumeuse, tristounette, et effectivement, il y a toujours un contraste des couleurs, donc des tenues de Bathory. Également, je reviens sur une image précédente, là par exemple, le cocktail vert, également quand ils étaient dans le taxi, cette espèce de grande bande Mm. vert. Et en fait, ces couleurs-là vont quand même donner un ton assez giallo au film, d'une certaine manière. C'est vrai. Euh, et Et puis, voilà, et visuellement, ça marche plutôt bien, quoi, on peut le dire. il y a une Ah scène oui. en particulier où Delphine Seyrig se plaint de la lumière qui lui brûle les yeux et Ilona, son assistante, va jeter sur une lampe un voile rouge, pour vraiment avoir cet éclairage rouge très très typique du giallo. Mhm. Euh, ouais. Donc voilà, la dite Ilona avec sa coupe à la Louise Brooks, assez iconique également. Oui, la Euh, petite Ilona, du coup, que la comtesse a envoyé se taper Stéphane. Voilà. Le but, c'est vraiment que elle veut que Stéphane et Valérie cassent pour récupérer Valérie. Voilà, on est sur un truc. bon, Ce qui bon fait qu'en fait, projet, hein. techniquement, ça aurait pu être un triangle amoureux, mais il y a l'assistante qui fait que, bah, du coup, en fait, ils sont quatre. Ce qui va poser un déséquilibre, bien sûr. Déjà qu'un triangle amoureux, c'est toujours forcément un déséquilibre. Là, il y en a encore plus de déséquilibre. Mais là, on est vraiment dans une manipulation en fait extrêmement perverse de la part de la comtesse parce que Oui. elle exploite finalement une jalousie qu'a Ilona qui voilà qui lui plaît beaucoup. Enfin bon, elles ont ce lien un petit peu privilégié entre elles et le personnage de la comtesse va se servir de ça pour justement, de manière assez perverse, utiliser donc cette femme qui est jalouse, pour aller chercher justement le nouvel objet de son désir, un petit peu son nouveau jouet. Et Ilona, elle est prise entre eux. Bien sûr, elle n'a absolument pas envie de faire ça parce que elle veut rester avec la comtesse, mais en même temps, pour avoir son approbation, en même temps, elle va faire cette chose qui est contre son propre intérêt, pour surtout ne pas décevoir la comtesse. Et on le sait, le vampire, c'est une figure qui est souvent associée à une autre figure qui est celle du pervers narcissique, qui est manipulateur, qui exploite ses victimes. Là, on est en plein dans cette manigance-là où elle va aller chercher donc son nouveau jouet, exploitant pour ce faire la personne qui, on imagine qu'avec Ilona, il y a eu une rencontre un petit peu similaire à l'origine. Mais aujourd'hui, Ilona ne l'intéresse plus vraiment. Et d'ailleurs, quand le destin d'Ilona va prendre quand son destin va prendre une tournure tragique, on va s'apercevoir que en fait, elle s'en fiche complètement. Et c'est Oui. pareil, elle va venir dire à Stéphanie, tu es mon amour, la seule et unique, etc. On sait très bien que c'est pas du tout le cas. Et ça me fait un peu penser, film qui bien sûr entretient beaucoup de similitudes, c'est Les Prédateurs, dont j'ai plus De exactement Tony j'ai Scott. un truc du réalisateur. Tony Scott, je crois. C'est ça. Avec Catherine Deneuve qui d'abord en couple donc avec David Bowie. David Bowie qui va, comme tous ses compagnons, tous les compagnons de Deneuve avant lui, vieillir. C'est pas trop un drame pour Deneuve parce que entre-temps, elle a trouvé Suzanne Sarandon et puis pareil, on part dans une petite histoire de vampire lesbienne comme on aime bien. C'est ça. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que donc le film est quand même principalement tourné dans l'hôtel et il y a quand même un effet un petit peu huis clos. Et pour dynamiser un petit peu sa mise en scène, le film va jouer avec des effets de montage et faire des cuts, notamment avec la mer qui va être déchaînée. Donc ça va reprendre un petit peu les émotions des personnages, ou en tout cas les scènes, on va avoir des cuts un petit peu comme ça. Et également la musique qui va jouer un rôle important, comme je l'avais dit précédemment. Donc la musique de Françoise Euh, Roubaix qui va donner une ambiance très planante et très hors du temps, à l'image de ces vampires prisonniers dans un hôtel vide euh, j'ai que l'on suit depuis le une début. oui. Petite remarque par rapport à cette histoire de vampire lesbien. Dans le film le documentaire The Celluloid Closet, qui est disponible facilement, voilà, trouvable facilement, qui parle de l'histoire du cinéma, surtout américain,
faire la représentation des homosexuels dans les films américains. Et il disait que pendant très longtemps, si tu voulais voir des histoires de lesbiennes, c'était forcément des vampires. Ouais, pas étonnant. C'est à partir des années 80 que les choses ont commencé à changer. Mais là, on est encore dans l'époque où, voilà, tu veux voir de l'homo-érotisme, faut aller voir du fantastique, il faut aller voir des vampires, sinon ça n'existe pas. Sachant qu'il reste malgré tout en plus un point de vue très masculin à la manière dont tout ça va être filmé. Oui. Bah, très masculin parce que bah, c'est les réalisateurs, scénaristes sont masculins et tout. Mais je m'étonne quand même d'à quel point le film aujourd'hui est féministe. Parce qu'au début des 70 et tout, et c'était peut-être pas autant au fait que ce qu'on peut l'être aujourd'hui de ces questions. Mais ouais, donc ouais, bah, Alors une moi, scène malheureuse. oui. euh, voilà. Alors On sinon, fait pas de dessin. juste pour faire une petite parenthèse, le film a été tourné en anglais à la base, et même si la plupart des comédiens a redoublé pour faire la VF. Le titre anglais d'ailleurs c'est Daughters of Darkness, donc les filles des ténèbres, c'est pas mal non plus. Sur le tournage, donc ils ont eu déjà une petite surprise, c'est-à-dire que le film, ça se voit, se passe en hiver, c'est-à-dire on est quand même dans une ambiance assez froide, on voit qu'on est hors saison, sauf que ça a été tourné en plein été. Donc en fait, ils avaient toujours très chaud pendant le tournage, ce qui va sans doute bien avec la dimension érotique du film. Et comme je le disais, donc il y avait quand même tout un enjeu pour Delphine Seyrig d'avoir des tenues un peu flamboyantes, et elles ont été cousues et conçues directement par Bernard Périsse, et donc cousues sur la peau directement de Delphine Seyrig pour que ça fasse vraiment c'est de la haute couture, quoi, on peut dire ça comme ça. Ouais. Et également, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous a frappé dans le film, mais c'est vrai que le personnage masculin, comme tu le disais, est assez antipathique. Mais moi, je trouve aussi qu'il a une caractéristique, c'est quand même que euh, moi, je trouve que l'acteur joue très mal. C'est-à-dire vraiment, il est pas dans le même film que les deux autres. Et en fait, d'ailleurs, le réalisateur le reconnaîtra en interview. Il a dit qu'il avait quand même des comédiens au talent disparate. Donc je pensais qu'il parlait de lui. Ce à quoi Delphine Seyrig lui aurait répondu: mais ne vous inquiétez pas, on ne gardera que moi. Ce que je trouve pas mal. Et en fait, je trouve que ça joue aussi dans le film le fait que ce personnage masculin joue pas très bien. Ça lui donne un air un peu bête, et en fait, ça met directement le spectateur du côté des méchants des méchantes du coup, enfin des méchantes, tout est relatif, qui elles jouent bien. C'est le gars qui est aveuglé par son propre ego, qui voit pas ce qui se passe autour de lui, qui est juste content il se fait draguer par une nana. Voilà. Mais moi, il y a une scène qui m'a beaucoup marqué là, en repassant le film. C'est la scène justement dans laquelle Villeneuve va avoir un véritable accident après qu'il l'ait forcé à prendre une douche avec lui. Sachant que les vampires donc ont peur de l'eau courante. Et en revoyant cette scène, ça m'a beaucoup fait penser à un film que j'ai vu entre-temps qui est 9 semaines et demie. Parce que Oui, voilà. tu vois vraiment la fille, elle hurle, elle se débat, elle veut pas, et lui, ça le fait rire, tu vois, et il la Ouais, force, et il l'attrape, et il la force, et ça le fait. Et c'est vraiment, en fait, c'est une scène qui, pour moi, m'évoque beaucoup une scène de viol. parfaitement. Euh, Oui, oui. voilà, c'est allégoriquement, voilà, elle se débat, lui Bah, s'en amuse, et même s'il n'y avait pas eu l'accident derrière qui a mis fin au truc, on aurait eu assisté à une scène de viol, en fait. C'est ça. mm. C'est ça, il est complètement en train de mettre en péril son intégrité physique et psychologique, et voilà, il n'y a pas besoin de montrer les choses plus explicitement pour savoir que oui, enfin, il l'aurait fait, c'est le genre de type qui aurait pu faire ça et aller jusqu'au bout. Ça me fait aussi penser à la scène, tiens, dans le dernier duel Ridley Ridley Scott, Scott, ouais. très bien c'est le cette frère. scène quand on voit le viol du point de vue de Jacques Legris, hein, du personnage de Adam Driver. Pour lui, voilà, il batifole, c'est amusant, et alors que pour la femme qui en est victime, c'est un traumatisme, c'est quelque chose d'horrible. Et ouais, donc cette scène, en revoyant le film, là, m'a beaucoup marqué. C'est une scène qui est très marquante. D'ailleurs, j'ai pu prendre que cette image, qui est un petit peu l'image finale, parce qu'il y a une scène, c'est une scène en full nudité, et donc c'est une scène qui est assez, comment dire, explicite. Qui est En pas tout cas. Twitch friendly. Voilà, c'est ça. Non. Et Bon, alors juste pas pour très bien mise en scène, pour être honnête, parce qu'elle est un petit peu ridicule, la le façon dont montage elle... marche pas mal, disons. D'ailleurs. Mais bon. Pour revenir sur les images que j'ai passées un peu rapidement, donc on avait un personnage aussi d'inspecteur qui lui enquête sur les disparitions de jeunes filles qui va un petit peu apparaître. On va avoir Delphine Seyrig dans une autre tenue. J'étais obligé de mettre ce magnifique col roulé blanc parce que quand même iconique, hein.
également, voilà, donc Ilona qui se rapproche de Stéphane. Et alors, comme je le disais, l'hôtel, voilà, a quand même une très grande importance dans le film. Et il y a quand même dans le film quelques plans comme ça. C'est quand même magnifique, ça, quoi. C'est un très beau plan avec l'ombre sur la colonnade, etc. Il y a, pour un film qui a quand même un petit budget, Ah oui, c'est oui. quand même une série B, hein, euh, il y a quand même une attention qui est portée à l'image et aux ambiances qui est assez admirable. Mais par contre, bah, ça se voit aussi que bon voilà, ils avaient c'est quand même un petit budget. Cette attention, ils peuvent pas la mettre sur chacun des plans, Oui. chacune des scènes. Mais tu sens que dès qu'ils en ont l'opportunité, ils font allez celle-là, faut que ce soit beau, faut que ce soit magnifique, on y va à fond. Ce qu'on Moi, peut... d'ailleurs, c'est bizarre parce que en voyant le film et même en le revoyant là, euh, bizarrement, ce film m'évoque beaucoup les films, enfin, des films à Venise, bah, comme Mort à Venise de Hmm. Visconti ou Don't Look Now de Nicolas Roeg. C'est pourtant pas le même décor, mais bon, alors c'est vrai qu'il y a le petit passage à Bruges avec les canaux, je pense que ça fait un peu l'association d'idées, mais en fait, de la même manière, tu as un peu cette sorte de magnificence grandiose des bâtiments, même si on les voit pas beaucoup. Il y a ce côté un petit peu où tu les sens perdus dans cette ville, et en fait, même si in fine, ça a quand même beaucoup lieu dans ce huis clos de l'hôtel qui les piège. Je trouvais que oui, c'est ça, le poids de l'architecture un petit peu étouffer encore plus en fait les personnages, même dans les scènes d'extérieur. Exactement. Donc, pour revenir sur une autre scène, ce qu'on peut dire, c'est que dans le film, il y a quand même relativement peu de péripéties. On comprend dès le début que Bathory est un danger. En revanche, le fait que ce soit une vampire est révélé beaucoup plus tardivement dans le film, notamment à travers une scène où donc Valérie et Bathory vont se retrouver dans, comment on pourrait appeler ça, comme des sortes de bains, des sortes de thermes. En tout cas, Ostende, c'est une station thermale, donc c'est un endroit, c'est pour ça qu'elles ont des petits verres d'eau devant elles, où il y a la possibilité de prendre de l'eau de source qui est sans doute bonne pour la santé, etc. Et c'est là où on va voir que finalement il va peut-être y avoir une alliance de circonstances entre elles deux contre Stéphane finalement. Oui, bah surtout que là, Valérie, de plus en plus, elle se sent bah, prise au piège avec Stéphane, littéralement, qui est violent, qui est possessif, qui est absolument, qui est de plus en plus infect, et qui a aussi une. Du coup, on n'a pas vu la scène, mais il y a un moment, ils vont en ville, et il y a quelqu'un qui meurt, Oui, et Stéphane est fasciné par la mort de cette personne. Ce qui est une espèce de pulsion de mort qui fait très peur à Valérie. De toute façon, voilà, Stéphane représente Eros et Thanatos, voilà, mais surtout Thanatos qu'Eros. Hein, ce serait plus Valérie Eros pour le coup. Ouais, non, Stéphane, c'est vraiment, il respire la mort, ce type. Et donc voilà, il finit par tuer quelqu'un. C'est tombé sur Ilona, ce qui arrange très bien la comtesse Bathory au final, hein, parce que comme ça, il a pas besoin de jeter son ancienne. C'est déjà fait. Et là, il y a une scène voilà, qui est très, qui est pareil, assez particulière où vraiment la comtesse Bathory, elle arrive et elle a tous les bons réflexes. Alors déjà, tu comprends que voilà, elle a fait ça souvent. T'as Stéphane qui est vraiment la grosse merde effondrée à côté. Et t'as Valérie qui, pour le coup, est bah, pareil, tient plus que Stéphane. Non, Stéphane, à partir de là, c'est vraiment devenu. Il est au fond du trou, littéralement. Voilà. Non seulement c'est le pire mec, mais en plus il le ressent. comme le disait Lila tout à l'heure pour la scène de la douche, c'est vrai que le film a quand même un côté, dans toutes ces scènes-là, très grand guignol, et le film est assez goofy, ce qui moi m'a pas forcément dérangé dans le sens où le film ne se prend pas trop au sérieux non plus. On n'est quand même pas en train de nous faire un film très sérieux, très psychologique, avec des grandes analyses. C'est un film qui est fun, quoi. Je pense qu'on peut le dire, hein, tout simplement. Ah bah, de toute On façon, évoquait oui. le giallo tout à l'heure. Il y a aussi souvent dans le giallo ce côté un peu grand guignolesque. Mm, mm. Oui, oui, bah, de toute façon, oui, c'est le giallo ou même ces films de genre et tout. Tu parlais des BD, mais à la base, c'était des petites BD pas chères ou des petits romans de gare qui se vendaient très peu cher. Et c'est ça qui a donné ces genres-là. Donc voilà, ils ont juste voulu faire leur film. Mais par contre, même si eux, ils se sont pas trop pris la tête pour le faire, je trouve ça incroyable que le film, il passe aussi bien l'analyse aujourd'hui, tu vois. Mm. Euh, Parce que là, on parlait, voilà, je disais que c'était un film qui est étonnamment féministe, même aujourd'hui, et je pense pas ils en avaient autant conscience eux aussi, tu vois. Mais il y a quand même beaucoup de choix où tu peux te poser la question, parce que tu as quand même le personnage masculin patriarcal, violent, possessif, meurtrier, violeur aussi, qui se fait buter par des meufs qui sont certes
des monstres, des vampires et tout, mais qui ont quand même plus d'humanité que lui. Enfin, il y a un truc quand même qui est assez qui marche beaucoup trop bien dans ce film quand même. J'ai quand même le soupçon que Delphine Seyrig a dû quand même travailler avec le réalisateur sur le scénario, sur ce qui se passait. Et elle-même étant féministe, je pense que quand même ça se... Déjà, elle n'aurait pas tourné quelque chose qui ne l'aurait pas été, je pense. Et en plus, je pense qu'elle a donné ses inputs pour un petit peu ramener un petit peu d'intelligence politique dans le film, on va dire ça comme ça. Qui n'était peut-être pas forcément là au tout début. Bon bah Stéphane, ça y est, hein. Voilà. Là, Au revoir Stéphane, tu nous manqueras pas. Tu nous manqueras voilà. pas. Et donc elle se régale, oui, puisqu'effectivement, donc Valérie a été transformée en vampire, devient la nouvelle assistante de Bathory. Et donc là, on arrive sur la fin du film, hein. Et donc on peut se dire que la suite logique du film, ce serait que Bathory et Valérie finalement continuent ce road trip à travers l'Europe. Voilà, Valérie a remplacé Ilona, mais la comtesse Bathory va se retrouver donc en voiture avec Valérie. Et Valérie va décider aussi quand même de s'émanciper, ou en tout cas elle finalement aller se balader avec Bathory, elle y tient pas plus que ça. Qu'est-ce qui va se passer, Nam? En fait, c'est le soleil est en train de se lever et du coup, Bathory presse Valérie d'accélérer pour arriver à l'ombre. Mhm. Sauf qu'en accélérant, elles finissent par avoir un accident, ce qui va tuer la comtesse. Parce qu'elle se retrouvait éjectée de la voiture et embrochée à une branche. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on tue les vampires, donc ça tombe bien. Et donc voilà, finalement Valérie décide d'aller faire sa petite vie de vampire par elle-même. Et d'ailleurs, on peut noter, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle adopte également le même mode de chasse que la comtesse, à savoir, parce qu'en fait, là, ils en parlent vite fait dans cette scène, mais elle trouve un jeune couple fraîchement marié, qui est riche, et qui est hors saison en vacances. Comme Mhm. ça, elle est sûre qu'il n'y a personne. Et c'est un jeune couple, donc il y a moyen de draguer madame, donc il y a moyen, vu que tous les hommes sont des merdes, bien sûr, il y a moyen de se débarrasser du monsieur pour récupérer madame. Voilà, on est sur le mode opératoire, et elle a une cape de vampire. Ah oui, bah oui, c'est stylé. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai utilisé le mot émancipation, donc peut-être pas tant que ça, puisque finalement, elle Non. reproduit le mode opératoire de la comtesse Bathory. Vas-y, vas-y. Tout, en fait, surtout, c'est la voix de Delphine Seyrig. En fait, elle parle avec la voix Mhm. de la comtesse dans cette dernière scène, Oui. qui à la fois figure peut-être aussi l'impermanence de cette idée de vampire qui traverse les âges. On peut se poser la question, même si c'est pas une histoire de possession, si moi je me suis posé la question, est-ce que c'est la comtesse Bathory qui, au moment de sa mort, d'une manière ou d'une autre, s'est transférée dans ce jeune corps? Mais en fait, je pense que c'est plus effectivement peut-être justement ce poids de l'influence, de la manière dont elle est rentrée dans son esprit, et il faut finalement, voilà, pour prendre le Mhm. pas sur sa personnalité propre. Oui, exactement. Donc, pour conclure, bon, je pense que vous l'aurez compris, on est quand même assez enthousiaste vis-à-vis du film et on vous recommande de le voir. Donc, le lien pour le voir sur arte.tv sera dans la description de la vidéo, bien sûr. Et alors moi, ce que je peux en dire, donc, c'est que le film, vraiment, je l'ai apprécié comme une série B. J'ai trouvé ça fun. J'ai trouvé qu'il y avait l'ambiance était vraiment assez unique en son genre. Il y avait quelques plans vraiment marquants. Les effets de montage marchent plutôt bien. C'est quand même relativement impactant chaque fois qu'il y a une scène choc. Après, il y a un côté voilà qui peut être parfois un peu ridicule ou un petit peu parfois surjoué. Disons que le film sera un peu inégal, mais moi je le recommande quand même. Lila, je crois que pour toi ça avait été un coup de cœur ce film, puisque c'est toi qui nous l'avais Oh, proposé, on peut le dire. oui, c'est moi qui l'avais proposé. Coup de cœur, le mot peut-être un peu fort, mais si c'est quand même une œuvre que j'apprécie beaucoup. Effectivement, moi je l'avais vu lors d'une précédente programmation sur Arte il y a 1 ou 2 ans. Quand j'ai vu qu'il était de retour, je me suis dit, ah mais ça tombe bien, c'est un bon film dont on pourrait parler, parce que oui, en fait, il a un peu tous ces aspects-là. En fait, par rapport à la programmation d'Arte, c'est toujours assez intéressant, parce que justement, je trouve que il incarne bien en fait peut pas avoir un côté très intello, cette image très intello qu'on a à première vue. En fait, on se rend compte que c'est quand même beaucoup plus nuancé que ça, et que justement Arte explore beaucoup de genres différents, et en fait je trouve que quelque part le film incarne bien ça, parce que la première chose que tu vois, c'est Delphine Seyrig avec justement cette idée un petit peu alors on le disait tout à l'heure, un peu intello, qui est attaché à elle, et finalement dans un rôle où elle trouve tout à fait sa place.
qui est beaucoup plus effectivement dans des formats qui surtout à l'époque on pouvait juger comme étant plus populaires, plus série B qu'autre chose. Et bon voilà, simplement effectivement je trouve que c'est un film qui est très plaisant à voir. Bah moi ouais j'ai été pareil agréablement surpris par ce film. Je m'attendais pas à un film d'aussi grande qualité. Bon ça reste voilà une petite production etc. Mais une petite production qui est très bien foutue. Et vraiment le film ouais il fait son office. Il est plus intéressant que ce qu'on pouvait s'attendre à la première vue comme tu disais. Et même visuellement il y a plein de bonnes idées. Qui font que même si voilà le film n'est pas toujours au top, il y a quand même pas mal de scènes où tu fais ah c'est quand même très joli. Est-ce que Nam et Lila, vous avez des recos de films pour Oui, aller plus loin pour nos spectateurs? oui, je peux commencer? Ah bah vas-y, commence, t'as été chercher le DVD, je t'ai vu. Oui, vous avez aimé les vampires lesbiennes? Il y a les vampires gays. Voilà, Entretien avec un vampire de Très bien. Neil Jordan, le réalisateur, je crois. Je sais plus. Neil Jordan, tout à fait. Film assez marquant parce Avec qu'il réunit Tom Cruise et Brad Pitt aussi, si je dis pas de ouais, et bêtises. Antonio Banderas. Et Antonio Banderas. Mais non, mais surtout, c'est non seulement c'est une très belle histoire, c'est une belle histoire de vampire aussi, pareil, qui s'étend sur une longue période. Et donc voilà, ça parle d'amour, de déchirement, etc. Et il y a aussi des trucs très bizarres comme Brad Pitt qui embrasse Kirsten Stewart quand elle a 12 ans. Voilà. C'est pas Kirsten Stewart, je crois. C'est pas Drew Barrymore dans le film? Non, je crois que c'est Kirsten Stewart. Bah, Non. elle était pas née, je crois. Ah non, c'est Kirsten Dunst, c'est pas la Ah, bonne. Kirsten Dunst. Voilà, bah voilà, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. On l'a Mais donc retrouvé. voilà, c'est également une adaptation de livres que j'ai pas lu mais qui paraît qu'ils sont très bien. Oui, oui, la saga, la Et chronique des vampires d'Anne Rice, effectivement. ouais, et avec Kirsten Dunst. Et donc voilà, je peux que vous le recommander. C'est un très bon film. Au-delà du côté homo-érotique qui est présent, c'est un voilà, très bon film de vampire, très bon film fantastique. C'est vraiment à voir. Voilà. Ok, bon bah Lila, à toi, feu à volonté. Oui, moi je vais rester sur le film que j'ai cité tout à l'heure pour rester dans les adaptations de romans sur des vampires homo-érotiques. Puisque donc effectivement, oui, j'ai vérifié du coup effectivement le Prédateur de Tony Scott, tout à fait, qui est un film où moi quand j'ai appris qu'il y avait Catherine Deneuve, David Bowie et Suzanne Sarandon ensemble dans un film de vampire, je me suis dit mais à quoi servent mes amis en fait pour que je l'ai appris qu'il y a quelques années, je pense. Bah écoute, je Voilà, l'ai appris il y a 5 minutes. Alors chacun son problème. voilà, c'est un très bon film, un petit peu dans la même ambiance, peut-être un peu plus qualitatif quand même, enfin, et un peu plus égal aussi au niveau du jeu Oui, dans d'acteur, la c'est quand même un facture petit peu plus aussi, hein. sérieux. On arrive dans les années, on est en 83 quand le film sort, enfin, donc on est à un moment où peut-être aussi les gens commencent à se pris un peu plus de sérieux. Et c'est vraiment le vampire, c'est pas une figure qu'on associe forcément à la blondeur, parce que c'est souvent voilà, des figures qui sont assez obscures, etc. On s'imagine plutôt une femme aux cheveux noirs, comme dans des tas de trucs d'horreur. Et Oui, rousse. justement, Il y a Delphine, beaucoup de rousses vampires aussi. c'est vrai, rousse aussi, parce que bah, là, le désir, etc. Et finalement, cette blondeur sophistiquée qu'a Delphine Seyrig dans ce film-là, que je trouve assez iconique, on la retrouve un petit peu chez Catherine Deneuve dans Les Prédateurs, et d'ailleurs c'est tellement sophistiqué que dans le film, elle est habillée par Yves Saint Laurent. Oh bon. Voilà, Ah, ce qui donne tout de suite le ton du film. bon. Ok, bah de mon côté, une recommandation de film de vampire également. C'est sorti sur Netflix l'année dernière, ça s'appelle El Conde, c'est de Pablo Larraín. Et en fait, il va Ah oui. réinventer un personnage historique, donc un petit peu de la même manière qu'ici en vampire. Et ce personnage historique, ce sera Pinochet, donc l'infamous dictator. Euh, et ce personnage de Pinochet donc, va avoir survécu après sa mort sous forme de vampire et il vit avec sa famille. Et je ne vous révèle pas, il y a un petit twist sur une autre personnalité politique qui a transformé Pinochet en vampire et c'est absolument chouette. Et ben merci pour le raid. Et Dracula, on parle de vampire, incroyable. Ah bah, incroyable, merci. Merci, merci. Je savais même pas que j'avais une icône de raid. Si vous nous avez Oui, suivis bonjour. sur YouTube, et ben déjà merci. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Et voilà, de toute façon. Et si vous nous avez suivis sur Twitch, et ben sachez qu'il y a une chaîne de replay qui s'appelle Camden Zero où vous pouvez aller voir les replays de nos critiques de films. Et bye à tous, ciao.